Les Instigateurs, podcast numéro 78. Aujourd'hui, on vous parle de comment créer pour durer. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Comment tu trouves mon imitation de Mathieu Dumont dans le drive-thru? Un peu de travail. Pour vrai, c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Puis pour vrai, fais jamais ça sans avoir fait de vocal warm-up puis faire admettons, du gros vocal gras. Fait quand t'as commandé comme ça, genre, à frette, là, tu vas te déchirer la gorge, mon homme. Ça prend du scar tissue dans la gorge, là. Tu sais, quand t'as commandé ton trio Big Mac ou ton trio McCroquette, tu sonnais-tu toute croche? Non, c'était pas... Puis, genre, pour vrai, comme pour mettre les gens en contexte, c'est que j'ai donné quand même 12 ans de ma vie à la musique, puis il y a un gars qui était un des top performeurs, admettons, dans tout ce qui est deathcore, puis la musique un peu violente, il y a 10-12 ans, qui est revenu avec un nouveau band. Puis pour vrai, c'est à se tirer d'un mur. Puis j'étais comme, il y a plus 20 ans, là, mais t'es encore capable. Puis j'étais comme, m'a retesté un peu. Puis à ton âme, t'as pas 1000 options si tu veux manger. Là. Puis surtout que là, les dine-in sont fermés, puis tout. Fait que juste aller au McDo, t'en as d'habitude pour un 15 minutes d'attente dans la queue line du service à l'auto. Fait que j'étais comme, je suis seul, j'ai rien à faire. Je vais essayer de faire des vocal warm-up pour arriver à être capable de sonner comme le calvaire de démon. Mais c'est ça, j'étais comme... Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais encore capable, mais en même temps, clairement, pour vrai, genre, j'ai fait des jokes quand j'ai dit que j'ai quasiment pass out après, là, mais c'est l'équivalent de, tu sais, faire un PR au deadlift, là. Yeah. Tu le forces, puis après ça, tu deviens comme un peu désir, puis t'as du monde qui, genre, littéralement, perdent connaissance tellement qu'ils ont plus de sang, genre, dans la tête. Fait que ça m'a confirmé que même si je suis capable de faire le son correct, je serais pas capable de faire un show présentement, là. La vieille jument est pas ce qu'elle a déjà été. Oh, man, c'est en tout cas... J'aimais ça, écouter ça, je trouvais ça comme impressionnant. Les réactions du monde qui ne comprend pas ce que je fais, là, ça m'a terriblement diverti, là. OK, parce que le monde suit, comme, crime, tu shares sur Instagram tout le temps tes goûts musicaux, puis c'est assez clair que comme... Ouais, mais j'ai une crowd quand même, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai rien fait sur Instagram, là, puis le gros de ce que j'ai, c'est encore de mes années de mannequin, puis de où ce que j'étais juste une pièce de viande, là. Fait que c'est pas une clientèle qui est là pour mon cerveau, ou encore pour mon background plus en musique. Fait que à tous les fois que je mets de quoi qui est plus genre parqué dans un créneau, t'as toujours du monde qui comprenne pas ce qui se passe. Mais clairement, ce créneau-là, c'est lui qui est genre que le monde comprenne juste pas. T'es comme, ça va? T'es-tu sur le bord de comme mourir? Ping me your location, j'envoie de l'aide. Oh, en tout cas, non, you still got it, man. Tu pourras pas faire un show, mais c'est encore possible. Non, exact. Mais ça me fait rire en même temps de voir tout le temps l'espèce de dualité. Puis ça, c'est quelque chose que... Puis je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont s'identifier là-dedans. C'est pas tout le temps facile d'assumer la dualité et même toutes les multifacettes que tu peux avoir quand t'es entrepreneur. Hein? De dire parce que le monde va te juger basé sur une chose. C'est pas te juger, mais des fois, t'as juste des combos bizarres. Là. Ouais. Il y a du monde qui, littéralement, ne m'ont vu que habillé propre dans des événements, des conférences. T'en as d'autres qui m'ont juste vu avec mes sleeveless. Je veux dire, je suis tatoué quand même pas mal. Quelqu'un qui me voit, mettons, c'est vrai, business et un dimanche matin. Dimanche matin, tu me verras pas habillé propre, corpo, à parler un langage éloquent. Tu vas me voir avec mes crocs en camouflage, mes jeans déchirés, un gilet pas de manche, j'ai l'air d'un sans-abri de luxe, mais en même temps, c'est la même personne. Là. Fait que quand je rencontre des clients, quand je suis plus en mode dimanche matin, il y a toujours un clash et ça me fait terriblement rire le malaise que ça laisse de comme
je dois prendre une seconde pour me rappeler que c'est une personne professionnelle et crédible parce que cette image brise toute l'impression que j'avais réussi à faire. Ouais, mais c'est justement l'exemple que comme never judge a book by its cover dans un sens, là, tu sais, c'est comme j'aime vraiment beaucoup l'idée de la dualité aussi. Quand je me souviens quand on voyageait dans le temps, là, back in the days, là, puis tu pouvais aller à des expositions, puis il y avait des gens. Fait que j'aimais ça, moi, aller à des expositions, puis tu sais, arriver là vraiment comme très comme pas corpo, exactement comme tu dis, tu sais, t-shirt, regular guy, puis voir comment est-ce que la salesperson réagit à toi, tu sais, sans connaître ton contexte, ton background, etc. Puis il y en a qui sont ça fait aucune différence, mais il y en a qui vont te juger par directement ton apparence ou que tu n'auras pas de service, là. Exactement, tu sais, alors que comme il y aurait eu peut-être bénéfice à établir une meilleure connexion. Tu sais, le meilleur exemple que je vais toujours avoir, puis je reprends tout le temps, c'est le cousin à Marie-Ève, ma femme. Monteur de ligne, travaille des heures, pas possible. Tu sais, financièrement, ça va très bien. Comme il n'y avait pas de blonde à ce moment-là, quoi que ce soit. Il devait avoir 26-27, rentre chez Mercedes, veut commander une AMG. Tu sais, comme un char à 80-90 000. Ouais. Il rentre, tu sais, il est habillé casual as fuck, là. Zéro service. Jusqu'à temps qu'il traverse la porte, revient un peu, fait comme moi, je suis bord de m'en aller, là, mais moi, ça fait 20 minutes, une demi-heure, j'ai zéro service, puis je suis prêt à te signer de là un char de 90 000. Là. Puis dès que ça s'est dit, là, ils se sont tous pitchés dessus parce qu'ils voulaient toute la commission qui allait avec. Là. Je suis comme, dude, you never know. Ouais. Non, mais moi, je leur aurais même pas donné je leur aurais même pas donné la vente. J'aurais dit comme fuck you guys, je m'en vais ailleurs. Ouais, mais au Saguenay, t'as pas 1000 places. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Mais je trouve ça comme, tu sais, I don't know. On en parle souvent même avec Karine, tu sais, comme elle est là, et puis souvent elle est comme tu sais, elle dans le coaching, elle a des clientes comme qu'elle aurait jamais pensé qu'ils seraient comme, elle dit, hey, tu sais, par rapport à tu sais, comme, elle regarde peut-être leur environnement comme médias sociaux, etc. Puis souvent, il y a certaines personnes qui sont pas nécessairement, qui flashent pas, puis c'est comme les best of the best, c'est les meilleurs clients. Ben oui, les sleepers, man. C'est souvent les mieux, là, tu sais, alors que souvent le plus flashy a peut-être plus de struggle. Là. Mais tu le vois beaucoup, pareil, quand tu dive in un petit peu dans le coaching, là, souvent, comme, tu sais, quand il y a des personnes que ça montre que ça va trop bien leurs affaires, là, puis tout est comme, ça va trop bien, puis c'est trop liché, là. Ça veut dire qu'ils... C'est les deux polar opposites. C'est ceux qui, justement, comme vont trop investir dans le front, puis ça veut rien représenter. Mais à l'inverse, ceux qui se sentent mal de juste s'habiller comme qu'ils le veulent, parce qu'il y a des attentes, même si pourtant, ils peuvent se le permettre, puis ça va très bien. Là. Les personnes les plus riches que j'ai connues, je veux dire, ils ont tous le look classique cargo qui sont usés à la corde, le t-shirt de I Love Maine, puis Don, quel homme. I Love Maine. Il va à Old Orchard toutes les étés. Ah oui, man, pour Griff, je veux dire, il y a son condo à Key West, il y a son autre condo à Sanibel, tu sais, ses affaires vont vraiment bien, là. Mais tu le regardes, puis il est chez BJ's au State, qui est l'équivalent du Costco ici, puis il magasine tous les deals, puis il a l'air de juste un grand-papa gâteau, bien régulier. C'est comme, sérieusement, c'est ça. Ne jamais juger de ce que tu vois. Juste lorsque tu parles à la personne, puis tu vas être capable de voir ce qui sort. 100%. Oh man, puis on le voit souvent. Là. Good. Moi, j'adore ça. Je trouve ça que c'est comme... En tout cas, le plus que tu peux tromper l'œil assumeur, le meilleur c'est. Absolument. Créer pour durer, dude. Yes. Je voulais en jaser parce que c'est un... Je vais reprendre le terme qui est... En fait, il est peut-être plus à la mode. Là. Je sais pas qu'est-ce que les... What the cool kids say nowadays. Mais ça a quand même été un unlock pour moi récemment dans l'optique où ce que fait quelques projets qu'on fait, que je suis comme tant qu'à faire le projet, on va documenter comment qu'on s'y prend et ça change ma façon de gérer la business au complet. Puis je vois ça comme intimement relié à autant un problème que nous, on a régulièrement à gérer avec les entrepreneurs comme mentors que juste, sinon, les clients que j'aide avec Didac ou peu importe. C'est-à-dire l'analyse versus l'action. C'est-à-dire être capable de, tu sais, qu'est-ce que je fais concrètement présentement? Genre? C'est quoi l'intention? Pas juste être en train de faire des affaires pour notre bonne conscience ou quoi que ce soit, puis de changer le mindset qui est attaché. Donc, c'est-à-dire, autant que tu sais, on en parle souvent de l'importance des processus, puis de documenter pour que tu puisses le déléguer.
La réalité, les gens ne savent pas comment documenter, ne savent pas comment créer des procédures. Puis ils barrent, là. Combien de fois qu'il a fallu qu'on a step in de comment t'es supposé faire ça? Ah, mais je sais pas par où, quel bout de passer. Mais quelles sont les bonnes questions à te poser? Puis là, c'est là que je suis comme, OK, vu que je dois tout documenter, là, sur la façon qu'on crée nos outils, ben, je me rends compte que ça a plus de valeur là. C'est-à-dire, si tu fais tout dans l'optique que tu dois en faire un outil, ben, ça t'amène à documenter les bonnes questions. Puis après ça, tu trouveras puis tu vas déterminer le process. Mais à l'heure actuelle, la question que tu te poses, c'est pas c'est quoi la bonne chose à faire? Non, c'est quoi la bonne question à me poser? Et cette petite question en amont-là fait toute la différence. C'est vrai, hein, parce que si tu te posais la question de dire si je devais l'expliquer à quelqu'un ou le transmettre cette connaissance-là à quelqu'un, comment est-ce que je m'y prendrais et puis quelles questions cette personne-là va avoir? Fait que tu te mets dans le fond dans le siège du beginner, dans un sens. Mais encore là, tu pars d'une étape de... Tu as commencé avec si je devais l'expliquer à quelqu'un, un step back. Pour accomplir ça, qu'est-ce que je vise à enseigner? C'est pas si je devais expliquer quelque chose, c'est qu'est-ce que je dois, premièrement. Et ensuite, on verra comment. Je sais pas si tu vois la distinction. Présentement, je suis en train de refaire le programme de partenariat au complet. J'en avais déjà un. J'aurais pu repartir de ça puis juste tout switcher. Là, ce que je fais, c'est comme, OK, comment faire un bon programme de référencement? OK, ben, quels sont les requis, premièrement? Les requis que j'avais dans le passé, c'est-tu encore les bons? Puis à partir de là, on viendra garnir qu'est-ce qu'on met dedans. Mais à partir de là, bon, mais quand tu es capable d'identifier, bon, mais c'est quoi les bonnes questions puis les bons paramètres pour une chose, après ça, c'est plus facile de prendre action. Essayer de briser le plus, je vais dire, d'inconnus pour qu'après ça, tu puisses tomber dans l'exécution. Parce qu'on embarque trop rapidement dans, OK, je pense, tu sais, on part sur, je veux dire, une vérité non fondée, là. Bon, mes partenariats, j'en ai vu plein, puis il y a tout le temps ça. Fait que c'est du fill in the blanks. On prend pas le temps de se poser la vraie question de qu'est-ce que je veux dans le mien, qu'est-ce que je vise à accomplir de façon spécifique. Un programme de partenariat, ça peut avoir différentes intentions. C'est-tu pour aller chercher le réseau de partenaires? C'est-tu pour générer des ventes? C'est-tu pour avoir accès à de la compétence que tu n'as pas? Donc, ça va t'orienter sur les questions que tu dois te poser qui, après ça, tu convertis ça en un outil, puis de plus en plus, j'y vais dans une perspective de, OK, est-ce que ce que je suis en train de créer, ça aide une personne à créer son programme de référence, son programme de partenariat, ou ça lui enseigne à réfléchir sur comment lui, il voudrait le faire? Si tu enseignes à réfléchir, c'est beaucoup plus soutenable qu'enseigner à exécuter. Moi, je pense que pour durer dans une business, oui, c'est important d'avoir des outils pour te déléguer, mais tant qu'à te poser les questions pour en arriver à créer tes outils, enseigne aux gens à créer leurs propres outils. Ouais. Critical thinking. C'est l'équivalent de, tu donnes-tu un poisson, ben t'apprends à pêcher un peu, là. Je me rends compte que cette petite nuance-là, qui est pas claire pour des gens parce que je suis crissement pas un communicateur, mais en tout cas, pour moi, fait une grosse différence dans l'optique où si moi j'y pense et je me donne la peine de faire ce process d'analyse-là pour arriver à, OK, mon résultat à moi, ma vérité à moi n'est pas ta vérité à toi. Fait que ça me sert à rien de te donner, voici mon playbook de comment faire ça. Ouais. Ça marche pour moi, c'est pas une vérité pour toi. À l'inverse, comment est-ce que mon outil peut t'amener à t'orienter dans les bonnes questions? Fait que dans le fond, admettons qu'on parle dans une optique où toi, tu as fait ton process, etc. Toi, tu demanderas à la personne, ne rentre pas nécessairement dans un mode exécution pur et simple du process, mais approprie-le toi et mets-le à ta sauce. Exact. On l'a fait avec si vous regardez un peu les affaires de Didac, vous l'avez vu passer, on a fait de la refonte organisationnelle de Didac, puis plutôt que juste arriver avec un PDF, salut, nous, voici en quoi on croit, ben, t'as l'outil en haut, là, comme, ben, voici comment s'y est pris pour arriver. On n'a pas la prétention de dire que c'est la bonne façon. Nous, c'est ce qu'on a fait, par contre. Si tu veux t'en inspirer, tant mieux. Fait que plutôt que donner une liste de tâches à accomplir, on fait juste dire, ben, gars, ça, c'est une façon, tweak-la pour toi, puis pose-toi les bonnes questions parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des questions qui s'appliquent pour nous, qui ne s'appliquent pas pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui manque pour que tu puisses te l'approprier, cette question-là? Mais je pense que c'est l'essence de l'entrepreneuriat aussi, c'est de développer ce critical thinking-là. C'est le fait de se dire, OK, est-ce que c'est relevant pour moi? Est-ce que c'est ça que je veux pour le long terme? Est-ce que c'est mon style? Des choses comme ça. Souvent, on va prendre des choses préconçues puis dire, this is the way to go. Et on oublie complètement le contexte de la chose. On a tous un contexte différent avec des nuances différentes. Fait que
pour durer, t'as pas le choix d'être... Mathieu va dire que ça sonne woo-woo, mais... By the way, t-shirts are coming. Oh my God. Mathieu va dire, ça, écoute, guys, dans le coaching, c'est le mot qui ressort tout le temps. Mathieu va dire que ça sonne woo-woo. Mais l'alignement doit être toujours votre priorité. Et quand je parle d'alignement, oui, un alignement stratégique, peut-être avec vos objectifs d'affaires, mais aussi un alignement personnel avec vos ambitions, avec vos... tu sais, on en parlait un petit peu tout à l'heure, tu sais, avec les ambitions, avec le lifestyle, avec ce que vous en voulez vraiment, vos valeurs aussi. Tu sais, tu parlais tout à l'heure, par exemple, tu dis, OK, ben, dans le futur, est-ce que, tu sais, comme, t'es en réflexion de, est-ce que je veux de la croissance ou est-ce que je veux plus de leverage ou est-ce que je veux, tu sais, quelle est la place de l'argent, on va dire, dans mon processus décisionnel, tu sais. Puis ça, c'est une autre question valide à vous donner. Et tu as seulement cette question-là en alignant fréquemment. Fait que quand tu regardes les choses, c'est te poser les bonnes questions au bon moment. Et souvent, on attend un petit peu trop tard avant de le faire. Tu sais, on va attendre que shit hits the fan pour trouver des solutions, puis le documenter, puis faire ceci, puis faire cela. Alors que l'alignement, c'est comme un char désaligné, tu sais. Tu vas rouler désaligné trop longtemps, le shakeage va faire que tu vas... Ton char va rouler moins longtemps. Exactement. Tu sais, puis on parlait de la Think Week la dernière fois, mais se donner aussi des opportunités pour avoir cette clarté-là ou cette pensée-là. Je pense que c'est relié intimement au fait à votre pouvoir de penser aux choses. Parce que quand tu es dans l'action, le problème, c'est souvent que tu ne penses pas. Et là, ça te prend vraiment de penser, de te poser les bonnes questions, comme tu disais. Mais ça, c'est la notion du pouvoir des questions, puis tout ça, c'est documenté, puis comme c'est rien de nouveau. Par contre, même si on le sait, on a tout le temps l'impression que ça peut attendre à demain, ou bien c'est la première chose qui va prendre le bord lorsqu'on est trop débordé. La Think Week est une pratique pour t'aider à avoir un temps d'arrêt pour te poser des questions. Mais tu peux pas faire des Think Week à tous les trimestres ou à tous les semaines. Là. Fait que tu sais, de là, moi, c'est là que je vois la différence. Parce que sans dire que j'en ai fait une routine, parce que j'ai pas des projets à toutes les semaines comme ça, j'en ai fait une habitude de dire maintenant, quand j'entreprends un projet, je fais pas, OK, c'est ça le projet, voici les actions basées sur, parce qu'on a souvent un comparatif, là. Fait qu'on skip l'étape de se poser les questions, ou bien on va juste se poser les premières questions qui nous viennent en tête. Puis je n'ai déjà parlé de conviction profonde que j'ai, la notion du ditch the first. Les premières questions que vous avez en tête, c'est pas les meilleures, c'est les plus faciles. Mais de dire, regarde, je me prends ce temps d'arrêt-là pour dire, c'est quoi le set complet de questions que je dois répondre? C'est l'équivalent d'un rédacteur qui, tu sais, c'est une leçon de base, tu ne te corriges pas en étant en écriture, parce que ça va être inefficace. Fait que si tu essaies de faire, OK, c'est quoi les conditions de succès pour X? Commence à les écrire. Après ça, les conditions de succès pour Y. Tu es tout le temps stop and go. Fait que tu crées pas de momentum de réflexion. Si ton objectif premier, au début, c'est de juste dire que je vais vomir la liste des power questions associées à cette intention-là. Après, j'irai mettre les paramètres dedans. C'est, je veux dire, la première version que j'avais dans mon requis, admettons, de programme de partenariat, je devais avoir 4-5 éléments qui étaient super classiques. Je dois être rendu à 12-13. Puis j'ai pas encore commencé d'y mettre une saveur, là. Parce que je me rends compte que, OK, ben oui, tu sais, il y a juste, admettons, les conditions de succès. Good, tu peux t'arrêter là. Mais les conditions de succès pour le partenaire, pour ton entreprise, pour le client, qu'est-ce qu'on vise à accomplir, quelles sont les motivations derrière chacune des trois. Fait que, tu sais, ça peut vite se décliner en sous-dimensions pour chaque question qui t'amène dans des pistes de réflexion que tu n'aurais pas eues. Puis c'est là que, tu sais, dans mon cas, je suis en train de faire le pivot à cause de ça, d'un programme de partenariat qui n'est pas basé sur ce que moi, je vois comme intérêt avec d'autres business. Je suis plus initié. Là, je suis en train de regarder, bon, mais mes questions m'amènent plus sur un customer growth, un customer base partnership program. Mon client, là, ça me sert à rien de... Moi, je suis initié. Je le sais qu'il a besoin de ABCD. Si lui, c'est pas encore un pain point qui est au courant, ça me sert à rien de dire que je connais telle personne et telle personne qui peut le faciliter. Fait que ça t'amène à switch au complet, puis à l'inverse, ben juste présentement, sans même remplir, en ayant fait cet outil-là, qui n'est pas le programme de partenariat. C'est l'outil comment créer ton programme de partenariat. Ben, je pourrais le transférer à Marie-Hélène puis dire, gars,
voici les questions que tu dois te poser maintenant. Puis Mhm. quelqu'un peut prendre le relais. Puis peut-être que son résultat qui va arriver va être complètement différent du mien. Mais au moins, on va passer dans le même filtre en haut qui supporte la même intention commune. On like it. On devrait peut-être faire un exemple live, parce que, tu sais, on se posait la question tout à l'heure par rapport au programme à notre programme de mentorat des instigateurs. Fait que là, on a 2 cohortes qui sont on. On en a une qui se termine le mois prochain, je crois. Ben, comme progressif juin-juillet, là, mais ouais. Juin-juillet, ouais, c'est ça, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient arrivés un petit peu en retard. Mais on s'est posé la question, justement, comme, qu'est-ce qu'on veut réellement accomplir avec ce programme-là? Et puis, on a plusieurs pistes, si tu veux, de façon dont on pourrait l'aborder ou de façon de la monétiser aussi, tu sais, ces programmes-là. Fait que, qu'est-ce qui serait, à ton avis, les questions de base? La façon de le faire, ça veut dire que présentement, si je prends mon exemple, les discussions qu'on a eues tantôt servent à rien. Parce qu'on était déjà dans le qu'est-ce qu'on vise à faire, nous. Mais tu sais, la façon, là, je serais beaucoup plus prendre le temps de le faire. Ma première question, c'est bon, OK, le bilan de ce qu'on a fait présentement, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, qu'est-ce qu'on vise à faire, nous, avec ça. Mais au-delà de qu'est-ce qu'on vise à faire, qu'est-ce que le client s'attend à partir de là. Essayer de mettre des choses en opposition tout le temps entre nous et eux. Ouais. Non, exactement. Mes attentes de qu'est-ce que je vise à accomplir, dans quel environnement, avec quel type de workload pour l'accomplir. Parfait. Mon client, par contre, c'est sûr que de notre côté, on voudrait être capable d'avoir un impact avec le plus haut payout dans le moins de temps donné. Good. Ouais, par contre, c'est juste, c'est ça dans le fond, c'est du leverage stratégique, that's it. Là. Après, maintenant, c'est ça, c'est poser des questions qui est comme, quel genre, comme exactement, qu'est-ce que le client s'attend et comment est-ce qu'on peut vraiment s'assurer que on peut amener les résultats qu'on veut, mais que de 2, lui puisse avoir les changements nécessaires pour quels sont ses besoins versus quelles sont ses motivations. Ça, mettons, de le splitter, là, je me suis rendu compte que c'est complètement différent. Parce que tu peux avoir des besoins, des choses que tu es consciente, mais si c'est des choses qui te font chier, tu ne seras pas motivé à la faire. Fait que d'arriver avec, bon, mais, OK, oui, ça, c'est tous des besoins qu'ils ont, ils en sont conscients, ils paieraient même pour. Mais si tu fais l'exercice de quelles sont ses motivations derrière ça, tu vas te rendre compte que ça y fait mal, il est conscient, il va payer pour, mais il se rendra pas au bout de la trail parce que justement, ça le drive pas. Il est à l'aise avec l'inconfort, puis il pense qu'il veut le régler, mais quand c'est rendu le temps de le faire, pas nécessairement. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de justement comme sortir, comme je le disais, sors de la première question, this is first. C'est facile de se poser, qu'est-ce que le besoin? Parfait. Ces besoins-là, il est-tu sérieux dans son élément? Fait que de t'amener dans une position où que tu vas arriver, tu vas avoir ton idée, on veut refaire un programme de mentorat, parfait. Déjà, juste en disant ça, tu as déjà commencé à construire dans ta tête. Puis à mon sens, il est là l'erreur, de genre, faut couper ce réflexe-là. Comment, mais c'est quoi l'intention? De notre intention, l'intention du client, puis quelles sont les questions qu'on doit se poser, puis rendu là, tu sais, puis c'est quelque chose que je vais tester avec le partenariat, je le pousserai pas sans validation. Tu sais, moi, je vais arriver avec ma liste de questions, c'est des hypothèses. Avant même de remplir les sections dedans, ben, je vais placer la graine avec mon monde, de genre, hey, gars, il y a ça qui s'en vient parce qu'on se rend compte que ben, il y a plein de personnes, plein de clients qui parlent de nous autres. On veut vous remercier avec une compensation monétaire, puis vous assurer que vous avez les bons outils, puis faciliter ça en général. Tant qu'à vouloir le faire, ben, on va vous arranger, on va vous mettre dans une position que vous le faites avec les bonnes personnes de la bonne façon. Mais concrètement, moi, ça ne me sert à rien de développer quelque chose si pour vous, ça n'a pas de valeur ou bien il manque des éléments. Qu'est-ce qui devrait être inclus dans telle approche? Parce que nous, c'est le besoin qu'on vise à répondre à cause de toujours un objectif d'affaires en arrière. Puis de là, ben, on tombe avec un comparatif de j'avais mon idée préinitiale, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse, qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer pour de vrai, qu'est-ce que c'est un wishful thinking, ben, sans dire des fois que c'est comme 5$ ou 10$, tout le monde va dire 10$, là, mais au final, tu veux-tu vraiment, s'il faut que tu fasses ça, pas nécessairement. Oui, c'est ça, c'est pas les conditions. Ouais. Exactement, fait que c'est plus dans une philosophie de screening pour aller couper quels sont les vrais must-have, des nice-to-have pour arriver à un projet qui est soit plus petit que tu avais pensé ou plus gros, mais qui au final a plus d'impact, plus de valeur, puis qui est moins orienté sur qu'est-ce qui t'accommode toi.
parce qu'au final, le client s'en crisse un peu. Fait que... C'est vrai. Non, mais c'est exactement ça, tu sais, puis c'est l'exemple parfait de comme, quand tu approches c'est le mix, oui, mais c'est le mix d'alignement personnel avec l'alignement de ce que ton client veut, c'est réellement, dans un sens, ou comme, pas ce qu'il a, comme, exactement comme tu as dit, j'ai vraiment aimé ça, ce qu'il a besoin versus, tu sais, ce qui le motive nécessairement, ce qu'il a vraiment besoin, dans le fond. Tu sais, je veux dire, présentement, est-ce que le monde qu'on a en mentorat sont insatisfaits? Je pense pas. Est-ce que moi, je suis insatisfait des résultats de certains? Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils aiment ça penser, qu'ils sont prêts à faire les efforts. Mais en même temps, on le voit, là, à une fois par mois, pour certains, c'est pas assez. Fait que, tu sais, de changer la formule, comme je te dis, le besoin, c'est un besoin d'accompagnement, la motivation n'est pas derrière nécessairement. Fait que de là, c'est ma job de voir c'est quoi les questions ou les mesures que je peux prendre pour pallier à ce manque de motivation-là. Puis on le voit de plus en plus. Mettons, accountability is a big thing. Fait que dans un programme de mentorat, bon, mais comment, avec ce constat-là, je pense que j'en arrive à une question de, bon, mais comment est-ce qu'on fait pour garder notre monde on track, engagé régulièrement, sans par contre le faire au détriment de notre intention à nous, qui est, admettons, de ne pas mettre 40 heures par mois là-dessus. Donc, de toujours bridge the gap un peu entre ce qu'ils veulent et ce que nous, on veut. Mais il faut que tu sois capable de vraiment identifier les vrais besoins, puis pas juste c'est pour ça que je fais attention à poser des questions. Là. Des fois, les gens vont te dire des affaires, mais c'est dur d'aller valider le sérieux de la chose. Évidemment, là, on a cette réflexion-là parce qu'on l'a fait et qu'on l'a trial by fire un peu. Fait que c'est normal de ne pas être capable de faire. Non, mais je réfléchis en même temps que tu parles de ça, je réfléchis, puis on dirait que c'est comme ça amène d'autres questions, puis ça amène d'autres réflexions, puis je vois à quel point l'exercice peut être long et pas long, mais il peut être intéressant, mais ça prend solide après. Tu peux pas être en mode solution, genre. Pas trop vite. On embarque en mode solution trop vite, je pense. Ben c'est ça qui me vient en tête right now. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, on a souvent le réflexe de rentrer problème-solution, puis trouver la solution plus rapidement, puis rentrer dans le how-to de la solution. Alors que là, c'est pas une question, c'est pas le fait de trouver la solution. C'est de regarder sur différents angles, avec différentes perspectives, avec différentes façons de voir les choses, et puis... Parce que dans le passé, je m'en suis posé des questions, là, puis c'est pas la première initiative de partenariat que je fais. Par contre, j'en suis arrivé à cette position-là parce que les 2 autres initiatives que j'ai faites, j'ai pas eu les résultats que je voulais. Pourquoi? Je veux dire, le besoin était là, je me suis posé des questions, mais clairement, mon problème, c'est pas l'exécution. C'est que je me suis pas posé les bonnes questions ou je me suis arrêté aux premières questions qui sont venues. Parce que il y a quelque chose qui bloque à quelque part, puis clairement, c'est dans ma cour. Parce que, on a un outil, il est juste pas consommé. Mais pourtant, si je l'ai créé, c'est parce qu'à l'époque, je jugeais que ça valait la peine et ça avait été validé avec des discussions avec des personnes ou quoi que ce soit. Fait que clairement, c'est dans le processus de réflexion en amont. Puis, on a changé la façon qu'on travaille au niveau du développement du code. Puis, autant que avant, on embarquait vite puis on réfléchissait en construisant, je me rends compte que, justement, il y a des fonctionnalités qui nous ont coûté pas loin de 100 000 $ de trop. Parce que, ben ça qu'on n'avait pas pensé, ça qu'on n'avait pas pensé, puis des learn as you go, t'en veux le moins possible. Fait que c'est vrai que c'est un modus operandi courant. C'est parce que je veux dire, on est des personnes, on est problem solver. On aime ça, créer des solutions. Fait que c'est normal de comme, yes, nous autres, un problème, on est fous comme la marde, là. C'est comme, enfin, on va réfléchir à quelque chose. Mais à un moment donné, c'est comme, il faut faire attention, ta première solution n'est pas nécessairement la bonne, puis je ne sais pas à quel point ça peut se paramétrer de dire, gars, je m'oblige X nombre d'heures ou de minutes de réflexion pour arriver à un constat pour prendre action. Parce que tu veux le barrer dans le temps. Mettons, pour prendre un exemple concret, quand j'écrivais de la musique de mon côté, les premières paroles, c'est ceux que j'avais le plus de misère à enlever après parce que c'est ceux qui sont venus sur le coup de l'émotion, mais pas nécessairement les meilleurs. Fait que, premier jet que je faisais, je le gardais de côté, mais j'avais pas le droit d'y toucher. Puis je me donnais une demi-journée, mettons, d'écriture, ou peu importe le temps, pour dire, OK, j'ai mon safety que je peux me rabattre dessus au besoin. Mais à la limite, tu t'en fous parce que personne ne comprend quand tu chantes. Anyway. Ben, la concentration est importante. Mais tu sais, j'ai mon fail-safe en arrière. Dans l'optique où ça, je me donne pas le droit d'y toucher, qu'est-ce que je peux faire avec?
Puis le temps que j'ai, je me dis, gars, si après 4 heures, c'est encore la meilleure chose que j'ai, tant mieux, ça aurait été un home run. Chances are, vous allez frapper plus de strikes que de home run, par exemple. Fait que de là, de se faire un process de réflexion avant d'embarquer dans un projet, bon, mais je me dois de passer X nombre de temps à essayer de juste trouver les meilleures questions. Puis laisser, là, on est souvent en amour avec ses idées aussi, là. Ouais. On tombe facilement dans l'émotion de comme « Ah, si, c'est du génie, ça! » Puis après ça, on tombe avec des œillères, on ne considère plus rien. Fait que, je pense que c'est là le problème. Fait que, si jusqu'à quel point, il y a des choses intéressantes là-dedans, mais jusqu'à quel point je pense que t'as pas le choix d'avoir une timeline, parce que sinon tu rentres dans l'overthinking, dans le perfectionnisme. Puis jusqu'à quel point tu involves les autres dans pas les autres dans le process, mais jusqu'à quel point tu amènes ta pensée. T'sais, parce que tu vas souvent avoir le problème de soit tu vas voir ça, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment est-ce que tu mixes, je te dirais, le fait d'aller chercher de l'information, seek approval, comme external approval? Là, mais je vois ça de la même façon encore que se corriger en même temps qu'écrire. Si tu vas chercher du approval sur ton first draft, ben, tu t'en es pas arrivé à OK, c'est le plus que je suis capable de tirer de ce citron-là. Là. Donc, tu le fais toi-même jusqu'à temps que tu as sorti ton jus et ensuite tu vas chercher Exactement. C'est comme, je vais tout vomir une journée, je le mets sur l'étagère, je reviens demain. OK, y a-tu des affaires que finalement ça sonnait bien hier, que là, non? Good. Je pourrais-tu l'améliorer? Tant que tu as un doute, shut up about it. Puis genre, réfléchis. Jusqu'à temps que tu fasses comme Chris, pour vrai, genre, je ne vois plus d'angle sur lequel je peux revirer ça dans la période que je me suis donnée. Là, va chercher l'information avec un client, avec peu importe la personne qui a que tu penses qui peut t'amener une nouvelle perspective qui ne sera pas teintée, pour aller contre-vérifier tout ce que tu as, c'est des hypothèses. Puis rendu là, tu auras le playbook pour accomplir ce que tu voulais faire. Fait que c'est là que tu vas, juste en remplissant tes questions, ça va créer ta procédure. Mais pour accomplir ça, c'est quoi le délai que je me donne? C'est quoi le budget? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le pire scénario viable? Donc, dans l'optique où ce que je fais, ça n'atteint pas les résultats, c'est quoi l'état ou bien la situation qu'on doit être capable d'accomplir pour que ça vaille la peine pour la gestion du risque? À mon sens, ça me tombe, si je reprends l'exemple que je disais d'un programme de partenariat, moi, si le pire scénario viable que j'identifie, c'est si on n'a aucun retour financier de des partenaires, au minimum, ben, j'aurais créé des outils qui vont m'aider dans mon processus de vente avec mon équipe actuelle et ainsi de suite. Donc, je sais qu'il n'y a aucune action que je vais entreprendre qui n'aura pas de gain minimal. Sinon, j'évalue que le risque est trop fort. Puis sinon, après ça, le meilleur des scénarios, il faut que ce soit clarifié. Bon, mais dans le meilleur des scénarios où ce que les conditions de succès vont se respecter, on va aller chercher de la visibilité. On n'aura pas besoin d'engager quelqu'un aux ventes parce qu'on va se bâtir notre armée de distribution XYZ. Fait que c'est juste du fill-in de blank qui crée les conditions de succès et après ça, comment est-ce qu'on le fait? Ton échéancier, puis là, on embarque à la limite plus dans la formule EFIC qu'on connaît avec tes rocks puis tout. Fait que ça devient facile à implanter, mais au moins, on arrête d'essayer de sauter des étapes. Puis on n'est plus dans une position que je vois trop souvent de je veux faire X, c'est quoi les fonctionnalités que tu as parce que pourquoi tu en as besoin? C'est pas encore là, mais non, sautons pas d'étape, t'es pas rendu là. Ouais. Puis j'aime comme c'est une approche vraiment, je te dirais, différente, c'est du action over perfection. Tu sais, comme souvent, comme je vais le dire souvent, là, action over perfection, tu sais, fucking do it. Puis, comment je pourrais dire ça? Mais c'est surtout avec des personnes qui ont un problème. Faire les mauvaises actions à la perfection, c'est pas meilleur. Non, mais c'est ça, mais des personnes qui ont des problèmes d'action, justement, par l'overthinking. Là, je suis comme start doing puis stop thinking d'une certaine façon. Mais comment je pourrais dire ça? Ça t'amène juste so far. T'sais. Et ensuite, à un moment donné, quand tu as masteré le fait d'être dans l'action, ben c'est justement là qu'il faut amener ce côté-là de critical thinking, de se poser les bonnes questions pour le long terme, tu sais. Fait que c'est comme deux volets d'une certaine façon que je pense qui arrivent à deux moments différents dans une carrière entrepreneuriale, tu sais. Non, tu sais, je pense que ça fait bien quand tu es en optimisation parce que tu as un historique, tu sais,
au début, en effet, t'es mieux d'être dans l'action parce que tout ce que t'as, c'est des hypothèses, t'as aucune validation. Essaie des choses pour aller voir qu'est-ce qui colle, puis bâtis dessus après. C'est ça, à FIC, par exemple, qu'on voit souvent, c'est que puis on se positionne pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de planners, admettons, là, comme tu sais, des professional planners, là, du monde qui plannent, mais qui font fuck all, là. Tu sais, qui mettent des petits collants dans leur planner, là, puis qui font des belles. Ça, ils passent 3 heures par jour à gérer le planner plutôt que. Ouais. Puis là, on est comme non, this is not what we are. Si tu fais ça, oublie ça. Là, puis j'ai jamais vu personne à FIC quelque chose qui met des petits collants puis des affaires dans leur planner parce que on est basé sur la place pour et nous dans le planner. Mais c'est souvent tu viens nous voir quand tu as justement fait beaucoup de choses, but c'est les résultats sont pas là plus. Ben, peut-être même des résultats sont là, mais le problème c'est que tu t'es overtaxé dans le fond. C'est que tu as trop dans le fond. Tu fais peut-être pas nécessairement les bonnes choses dans ta business, pour faire avancer. Et puis souvent il y a aussi une certaine dissatisfaction ou t'es plus satisfait avec insatisfaction avec soit ton temps, ton argent ou ce que tu fais réellement dans ta business, ta créativité, tu sais. Fait que l'un dans l'autre, le monde vient de ce bord-là, mais ça arrive seulement parce qu'il y a eu de l'action. Tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir, tu sais, ce qu'on parle aujourd'hui dans une optique de comme quand vous avez roulé votre boss, là, puis que vous êtes vraiment comme vous avez fait de l'action, etc. J'ai l'impression que c'est le next step de thinking ou de procédé, là. Je pense que oui, là, parce que c'est comme je le mentionne, présentement, je suis pas un expert en vente, là, crissement pas. Là. Fait que je ne sais pas c'est quoi les requis parfaits pour arriver à un programme de partenariat, pour reprendre l'exemple. Mais le fait que je m'impose présentement de comme, OK, si je voulais qu'il y ait un outil qui en découle pour enseigner ça à mes employés, pour qu'ils puissent le faire, parce que moi, ultimement, je vais être capable de me retirer de ma business. Donc, tout ce que je crée doit être... C'est sûr que là, ce que je dis est très dans un mindset entrepreneur aussi, là, parce que si tu es un employé, plus difficile, ta job, c'est d'exécuter. Mais dans l'optique où ce que vous êtes à votre compte, où vous êtes le boss, ben, essayez de créer des outils, pas des process. L'outil sera là pour aider la personne ou vous-même, après ça, à l'utiliser. Consommer votre propre outil pour créer le process. J'aime ce que tu dis parce que là, c'est comme... Tu sais, on dit souvent « reconnect with the beginner's mind », reconnecter avec le cerveau du débutant. Puis quand, justement, c'est pas ton affaire, souvent, le réflexe numéro 1, ça va être de chercher l'expert et de l'outsourcer directement sans nécessairement essayer de comprendre. Alors que le débutant va poser des questions plus simples, mais beaucoup plus importantes à l'expert, tu sais. Et l'expert, souvent, parce que tu sais ce que tu fais puis tu l'as fait depuis forever de cette façon-là, ben, tu le fais. Mais tu oublies le cerveau du débutant, souvent. Et ça, c'est un gros risque où il faut reconnecter vraiment avec je te dirais, le cerveau de débutant parce qu'il y aura les bonnes questions qui vont être faites. Ça m'arrive straight, moi, à FIC. Souvent, je suis comme, fuck, pourquoi est-ce que je parle de ça alors que la personne n'est même pas rendue là? Puis c'est tu peux pas blâmer la personne. Tu sais, je l'ai vu avec Martin, là, tu sais, comme dans le processus de vente, je l'ai monté dans le CRM, j'ai expliqué tout comment le faire. Puis il y a des petites affaires, je suis comme, pourquoi ça c'est pas fait ou pourquoi tu l'as pas fait? Ah, mais je sais pas, parce que je suis comme, tu sais, moi, tout c'était du gros bon sens. Je suis comme, OK, genre, clairement, je ne l'ai pas entraîné à se poser les bonnes questions, donc à toujours évaluer. Ça, c'est le process, mais faut-tu le mettre à jour? T'sais, y a-tu des pièces manquantes ou quoi que ce soit? Lui, s'il fait juste, ah, ben ça, le process, je vais l'exécuter, puis c'est ça les attentes que j'ai de la part de mon boss. Je peux pas le blâmer qu'il n'arrive pas à ses résultats. Il faut que tu es entraîné à voir les faiblesses et les angles morts. À l'inverse, par contre, quand j'y explique pourquoi que, ah ben non, ça faut que tu le fasses là, ça faut que tu le fasses là, puis j'explique comment je réfléchis, puis je fais pas juste dire fais ça, ben là, je vois une différence dans la façon qu'il va gérer sa shop, je vais le dire de même, parce que ultimement, c'est lui qui est sur le front line. Mais c'est justement ça, c'est que tu positionnes ta personne dans une position d'entrepreneuriat. Puis je pense que on en parle souvent, mais c'est là qu'est le point critique. Si on ne le voice pas à la personne qui est employée, elle va se dire, ah, c'est pour ça que j'ai été engagé, puis c'est ça que les process, puis je dois pas dévier. Non, comme, moi, il y a rien que j'aime le plus, là, que quand, genre, Cédric ou Chloé ou peu importe dans l'équipe arrive puis dit, hey, ça, on fait ça, mais il y a ça, on pourrait faire ça, là. Cédric le fait straight, puis je suis vraiment comme grateful parce qu'il le fait, puis il le fait surtout aussi dans une optique
de déficience financière, puis il dit « Hey, by the way, j'ai fait ça, puis j'ai sauvé 100 pièces. Il a fait ça une couple de semaines passées. Hey, j'ai sauvé 100 pièces par mois parce que j'ai consolidé ça, puis j'ai fait ça. » Winning. Thank you, man. 1200 pièces par année de trouver à terre. C'est comme... Mais si je l'avais pas dit, puis comme... Parce que lui, c'est ingrainé dans sa façon de faire. Parce que je lui dis, garde, t'as ta carte blanche, là, si tu trouves des meilleurs... T'as pas besoin de... Do it! Je veux dire... Puis 0% du temps, ça a été des mauvaises décisions, tu sais. Parce que lui est dedans, il comprend, il n'y a pas mes billets à moi et puis ma déconnexion. Puis... Mais c'est parce que c'est lui qui est confronté à ça tous les jours. Fait que c'est lui qui voit toutes les petites places, tout ce que, tu sais, plus que votre business va être en croissance, plus que vous êtes déconnecté du terrain, mais tes process, au final, c'est là qu'ils sont le plus testés. Donc, il faut que tu entraînes ta personne à réfléchir et constamment réévaluer, suis-je en train de faire la bonne chose? Parce que c'est là, sinon, que les business vont se ramasser dans l'insatisfaction client, dans des pivots qui se font trop tard parce que justement, ben oui, il y a ça, mais on est plus compétitif parce que je fais juste exécuter ton process, puis que ça n'a jamais été challengé. Je savais pas que je pouvais. Je suis comme, non. La business, ça croît, mais ça se nourrit par en bas, là. Dude. 100%. J'ai hâte de voir, on en parle depuis, on est rendu à l'épisode 78, mais on parle de l'entrepreneuriat depuis le début, là. Puis j'ai hâte de voir maintenant, comme post-COVID, où on sort de la pandémie, comment est-ce que ça va se traduire dans la vraie vie maintenant? Tu sais, j'espère que les employeurs vont bénéficier ou réalisent, si tu veux, ce qu'ils avaient dans les mains en n'ayant pas le choix, dans le fond, de déléguer de la bonne façon ou de faire confiance à leurs employés parce qu'ils travaillaient de la maison, tu sais. Puis j'espère qu'on va commencer à mieux outiller, de former des entrepreneurs beaucoup plus, tu sais. La mentalité entrepreneuriale doit devenir, à mon avis, une default, comme le mode de défaut de pensée dans l'entreprise. Et puis, j'ai hâte de voir comment que ça va évoluer. Si on va avoir vraiment des vrais changements. Puis, qu'est-ce qu'est la time frame là-dessus? On va-tu vers un mouvement qui va prendre 10 ans à maturer ou ça va être quelque chose qui va être relativement rapide? L'employeur a une partie de responsabilité là-dessus, mais l'employé aussi, là, parce que j'en vois là, à toutes les semaines des business, des personnes qui ont l'autorité de faire les changements, qui ont l'autorité de faire ce qu'ils veulent, mais qui sautent des étapes, qui ne prennent pas. Je veux dire, c'est du self-leadership au final. Là. Oui. Ça, l'employeur, sa job, c'est de mettre l'employé dans une position où tu as besoin d'un temps d'arrêt pour y réfléchir, tu peux le faire. Fait que tu n'es pas overload, tu es toujours à la course en train d'éteindre des feux, mais en même temps, t'es-tu tout le temps dans des feux parce que tu prends pas le temps de réfléchir? Fait que de se permettre de se poser des questions puis de comprendre que c'est productif, au final, de prendre un temps d'arrêt. Fait que, parce que c'est ça, comme je vous aime les RH, là, mais c'est tout ce qui est le sens des affaires, il faut le développer. Puis je suis content que justement, comme l'ordre l'a ajouté dans les compétences, en fond, souhaitées au niveau du sens des affaires, parce que j'ai l'impression que encore, c'était très... il y a ça qui est attendu de nous, on va chercher un outil pour le faire sans comprendre dans le bigger picture comment ça se passe dans le modèle d'affaires pour le challenger, pour voir y a-t-il une dissonance entre la stratégie à plus haut niveau et l'opérationnel à plus bas niveau, parce que des fois, c'est le catalyseur, le département du milieu, le catalyseur de dire, OK, les idées, ça colle-tu avec la réalité, là? Fait que... Oui, mais ça change complètement. C'est une façon de faire qui change complètement la donne, tu sais. Les dynamiques de pouvoir ou les dynamiques décisionnelles sont totalement différentes dans un modèle comme ça. Fait que je suis d'accord avec toi, tu vas le voir comme... Il y a des personnes qui, comme... Souvent, c'est comme... Tu sais, the right person in the wrong seat or the wrong person in the right seat, là, anyway, mais l'un ou l'autre, anyway. Mais de voir comment est-ce que on va pouvoir... ça revient exactement à ce que tu disais. Les motivations de la personne. Souvent, les motivations... j'ai-tu parlé de ça la dernière fois que je parlais avec Dr. Ellen Wong sur le Done by Noon podcast, et puis elle parlait du Bhoutan, le pays, le Bhoutan, puis les autres, ils ont un index national de bonheur. Mathieu va dire que c'est wouhou, mais eux autres mesurent, ils ont une unité de mesure pour le bonheur de leur personne. Mais le facteur numéro 1 de bonheur là-bas, de ce qu'ils ont découvert, c'est
le sentiment ou le pouvoir des personnes quant à leur temps, ou de la gestion de leur temps et de leurs tâches et de leurs priorités. Okay. Donc, dans le fond, admettons que toi, tu as une priorité, puis tu établis que c'est cette priorité-là qui maintenant doit être faite, il n'y a personne qui peut te l'enlever parce que c'est ta priorité. T'sais. C'est sûr que tu peux pas jamais faire ça dans au détriment de ton... Comment je pourrais dire ça? Ça doit jamais être au détriment de la communauté. Ça supporte l'objectif d'affaires. Et ça supporte overall, mais t'as cette liberté-là, t'as ce sentiment de pouvoir-là par rapport à ces décisions-là. Puis ils disent que souvent, c'est ça qui les rend... puis je pense que, c'est comme, oui, on s'entend que comme, il y a de... Comment je pourrais dire ça? C'est bien, mais c'est pas juste ça. Tu peux pas faire les choses basées juste là-dessus. Non. Mais ça peut être un bon élément, si tu veux, pour montrer que comme, si tu veux un travailleur heureux, donc dans le fond, qui est aligné avec ce qu'il aime, ce qu'il veut, ses ambitions, ses motivations, ben justement, tu vas en sortir vraiment, il va ressortir son meilleur travail, il va comprendre c'est quoi son rôle, il va se poser les bonnes questions parce que justement, il y a cet univers-là d'alignement puis de il y a la possibilité de le faire, là. Ouais, c'est ça. Il y a la possibilité entre l'employé qui, tu sais, moi, l'employé qui veut, sa priorité, c'est de bien faire sa job. C'est le fun, là, mais moi, ça, c'est un yellow flag. Moi, ce qui est important, c'est un employé, sa priorité. C'est pas un robot humain que tu as besoin. Exactement. Moi, c'est comme, c'est ce qui fait que, mettons, j'adore la façon que je travaille avec Marie-Hélène, c'est que Marie-Hélène, sa priorité, c'est pas elle veut bien faire sa job. Non, c'est elle veut améliorer le département duquel elle est responsable. Mm-hmm. Fait que de là, ce n'est pas juste exécutif, c'est en constante. Elle prend la responsabilité de l'amélioration continue. Elle prend, tu sais, puis pour ça, ben, t'as pas le choix d'avoir une routine de justement plus de retrait, on va se poser des questions, on sera pas juste dans l'exécution, parce que, j'en reviens, tu peux être le meilleur à faire ta job et exécuter. Si tu n'exécutes pas les bonnes choses, tu vas faire la meilleure marde possible, at best. Mais c'est pour ça que tu vois, l'EQ, le quotient émotionnel, dans le fond, est ultra important parce que ça te connecte directement à ce que tu veux, à tes motivations. Mm-hmm. Tes motivations sont liées à une connexion émotionnelle à quelque chose, majoritairement. Fait que on dirait que j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments, comme l'EQ, l'entrepreneuriat, etc., qui sont des concepts qui sont lancés et qui deviennent de plus en plus peut-être populaires. J'ai l'impression que tout est en train de se mettre en place. Moi, je le vois, en tout cas. Dans la vraie vie, peut-être pas. Dans la pratique, peut-être pas. Mais je le vois comment que c'est en train c'est slow, par exemple, mais de graduellement devenir un modus operandi là, de façon d'opérer. C'est une nouvelle façon d'opérer, une nouvelle façon de réfléchir, mais ultimement, je pense que si c'est encouragé et nourri dans la culture de la business, ça a le potentiel d'aider les business à stepper up sur un gros temps parce que tu fais plus juste exécuter, tu crées justement dans une optique de longévité de ce que tu fais, de sustainability, de comme, OK, ben, ce que je fais présentement, c'est encore la bonne chose, c'est de la bonne façon, c'est-tu justement quelque chose qui est scalable, donc qui peut être facilement reproduit. Donc, mais tout ça part sur l'importance de se poser les questions avant de trop vite tomber en mode solution, parce que sinon, très souvent, ça va être des solutions temporaires que tu vas avoir, sinon à court terme. Mais tu sais, de ce que j'en ressors, de ce qu'on vient de jaser dans les 48 dernières minutes, ben pas 48 parce qu'il y a eu 8 minutes de fluff au début, là, mais depuis 40 minutes, c'est qu'il y a deux choses pour créer quelque chose pour durer. Moi, il y a deux mots qui me viennent en tête. De un, c'est l'empowerment. Mm-hmm. Comment est-ce que tu dis l'empowerment Empowerment. Donner le pouvoir de décision. Le pouvoir d'action, le pouvoir de décision, donc être en contrôle. Je pense pas qu'il y ait un mot. Donc, j'ai ça. Pouvoir de décision et... j'ai oublié mon deuxième mot. Mais c'est ça. Pouvoir de décision et... Fuck, j'ai oublié mon deuxième mot, man. Complètement blanc. Se poser les bonnes questions, se permettre un temps d'arrêt. Retourner à l'essentiel, essentiellement, comme back to basics. Oui, mais j'avais un mot spécifique, puis j'arrive plus à le retrouver. Mais dans un sens, dans le fond, c'est... Ça devait être encore un des mots que tu as inventé, anyway. Non, actually, non, parce que je cherchais la traduction d'empowerment, là. Mais bref, empowerment et pensée critique. Pensée critique. Exact. Je suis très d'accord avec ça.
Ouais, donc pensée critique, there you go. Pensée critique, empowerment, je pense que c'est... Donc, empower la personne à prendre des décisions, puis d'être aussi à l'aise au fait que c'est comme... Lui donner les outils et le contexte. No one knows. C'est comme... Il y a pas de bonne ou... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Tu sais, il y a juste des questions, puis... Mais exactement, c'est ça. Les bonnes et mauvaises, c'est toujours en lien avec quoi. Mm-hmm. Fait que, une bonne décision peut être... Si tu donnes les mauvaises informations, la personne peut prendre la bonne décision basée sur le mauvais contexte qui avait été fourni au début. Là. True. C'est important de justement contextualiser les éléments, puis j'en reviens à définir l'intention. Qu'est-ce qu'on vise à accomplir avec le projet X concrètement, puis pas juste s'arrêter à des petits mots de surface, mais comme lui donner une intention réelle. I love it, man. J'ai l'impression qu'on pourrait continuer ça philosophiquement pendant longtemps, mais on va se... By the way, parce que c'est... là-dessus, parce qu'on a 4 mentorés qui nous attendent dans 4 minutes. C'est vrai, exactement. Je vais aller boire de l'eau puis aller à la break room. All right, mon chum, bonne semaine. Pratique tes vocalises. Je pense pas qu'il va y avoir de part 2 de continuation. Oui, man! Si vous voulez savoir le type de vocalise que Mathieu fait, tu sais, je pense, tu sais, le gars là, sur les mimes, là. Non, tu vois pas ça? Référent, tu passes trop de temps. Oui, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils savent de quoi je parle. Là. Ben, Mathieu, c'est tout le contraire de ça. En tout cas, allez le voir. Allez vous allez voir. Rusty Blade sur les médias sociaux. Allez cliquer follow et puis on veut plus de vocalises. Vous en aurez plus la prochaine fois que j'attends mon McFlurry score, extra caramel. On va donner la routine de McFlurry au pire. Boom! There you go, man. Mais c'est parce que t'as pas été encore au Shayla Dairy Bar encore, fait que t'es dans McDonald's, mais trust me, un jour, tu goûteras au Shayla Dairy Bar. Ta vie sera changée forever. Alright, mon chum, bonne semaine, salut à tout le monde et à la prochaine. See ya. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.